Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre web-série. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mathis et Eric du Centre Jussieu Secours Brest pour aborder un thème quotidien, la prise de constante lors d'un bilan médical. Mais avant cela, place au générique. Bonjour Eric, bonjour Mathis. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît dans quelle situation vous êtes amené à prendre des constantes? Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Alors tout à fait, la prise de paramètres vitaux se réalise principalement dans le cadre de l'urgence préhospitalière, soit à la demande d'un médecin traitant, de SOS médecin ou à la demande du SAMU, auquel cas on sera amené à réaliser un bilan clinique qui sera complété par la prise de paramètres vitaux. Cependant, dans le cadre du transport programmé, donc tout ce qui va être consultation, si pendant le transport on se rend compte que l'état du patient se dégrade, dans ce cas-là, on est amené à faire un bilan clinique, à reprendre les paramètres vitaux et si besoin, à rendre compte au SAMU pour avoir la conduite à tenir. Mais attention, les paramètres vitaux ne sont qu'un complément d'information au bilan clinique. Ils ne se mesurent que dans un second temps, au risque de passer à côté d'informations primordiales. Pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît les différentes constantes que vous pouvez réaliser? Tout à fait Cynthia, ça tombe bien, tu vas pouvoir nous accompagner parce qu'on vient de recevoir une mission de la part du SAMU pour prendre en charge une femme de 90 ans qui présente une altération de l'état général. Allez, on y va. Merci pour l'invitation, je vous accompagne avec grand plaisir, mais avant tout, je boucle ma ceinture. Bonjour madame. Madame Germontier. Bon, l'équipe ambulancière de chez Jussieu. Hop là. On enlève le baisse un petit coup. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Est-ce que tu peux juste faire un peu de place? Oui Mathis, je t'enlève la table. D'accord, Ça me serre là. d'accord. Ok, Je cherche ma respiration, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. d'accord. Je ne comprends pas, Mathis ne prend pas les constantes? Un peu de patience Cynthia. Mathis va devoir réaliser un examen clinique de la patiente en posant des questions sur ses symptômes, ses facteurs de risque, ses antécédents, ses allergies et ses traitements. Mais bientôt, ça va être à moi d'intervenir. C'est pour ça que j'ai préparé le matériel. Ok, et tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu fais? Bien sûr Cynthia, je vais tout d'abord vérifier la fonction respiratoire. Je mesure la fréquence respiratoire en qualifiant l'amplitude et la régularité. Pour cela, je demande au patient de ne plus parler et de respirer normalement. J'appose ma main sur son abdomen et je compte sur 1 minute. En parallèle, je mesure le taux de pourcentage d'oxygène dans le sang en air ambiant, c'est-à-dire sans oxygénothérapie. Après avoir vérifié les constantes sur le plan respiratoire, quelle est la suite? Ensuite, je passe aux constantes circulatoires. Je relève sur ce même appareil la fréquence cardiaque, mais surtout, je réalise une prise de pouls radiale. Cela me permet de vérifier la fonction circulatoire, c'est-à-dire apprécier le rythme et l'intensité. Pour cela, je palpe avec la pulpe de l'index et du majeur contre l'os radius, au niveau du poignet du patient. Puis je redescends les doigts jusqu'à ressentir le gonflement de l'artère et les battements du cœur. Ceci va me révéler beaucoup d'informations précieuses, comme si j'ai un pouls radial, cela veut dire que j'ai une tension supérieure à 8. Dans le cas contraire, je ne dois plus mobiliser le patient et faire une demande de renfort médical en urgence. Si le rythme est irrégulier, je vais devoir prendre une tension manuelle, car le monitoring n'arrive pas à mesurer les arythmies et ne fonctionnera pas. Je vais réaliser une prise de tension sur les 2 bras, car une différence trop importante entre les 2 résultats serait un signe diagnostique très important. Ok, sur le plan circulatoire, y a-t-il d'autres constantes? Oui, Cynthia. Durant cette prise de tension automatique, je réalise une prise de température, en vérifiant auprès du patient qu'il n'a pas pris d'antipyrétique, car ce traitement cacherait une fièvre potentielle. Si Mathis ne l'a pas fait durant son bilan médical, je demande au patient son poids. J'évalue l'état neurologique en réalisant un score de Glasgow. Je demande au patient s'il est douloureux et je codifie sa douleur. Très bien, et maintenant c'est terminé? Et non Cynthia.
Il reste encore quelques paramètres vitaux, mais qui, eux, ne sont pas systématiques. On peut être amené à les prendre en fonction du bilan clinique que l'ambulancier aura fait ou à la demande du médecin régulateur. Il peut y avoir le taux de glycémie, le taux d'hémoglobine, l'oxymétrie sous oxygénothérapie si le patient a besoin d'oxygène, ou encore scorer le score de Molinas par exemple. J'ai bien compris que les constantes étaient importantes, mais uniquement en parallèle de l'état clinique du patient. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Les paramètres vitaux sont importants, mais l'ambulancier doit établir un lien entre les paramètres vitaux et l'examen clinique du patient. Il doit être individualisé et tenir compte des antécédents, des pathologies, des traitements que le patient prend au quotidien, de son comportement. Merci Eric, merci Mathis pour tous ces rappels. Et maintenant, parlez-nous un peu de vous. Quel a été votre parcours avant de devenir ambulancier? Je commence. Vas-y. Du coup, moi, j'ai commencé par être marin-pompier à Marseille pendant 10 ans. À la fin de mon affectation, j'ai été affecté à Brest, où j'ai un chef qui faisait de la formation du coup, au niveau de l'école des ambulanciers. Et vu que j'ai été formateur aussi, j'ai commencé à faire de la formation là-bas, ce qui m'a donné envie d'aller dans le monde de l'ambulance. Moi, j'ai un parcours qui est complètement différent que de celui d'Eric. Moi, après le bac, j'ai fait une licence d'histoire. En parallèle, j'ai tenté le concours infirmier, que j'ai pas validé. Et j'ai toujours été attiré par les métiers du médical, social, paramédical. Et je voulais rapidement me retrouver dans le milieu professionnel. J'ai vu qu'il y avait la formation, le concours d'ambulancier et la formation d'ambulancier. Et je me suis lancé. À quoi ressemble une journée type pour vous? Je pense qu'on est d'accord, hein. Ouais, c'est un des gros avantages de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Il n'y a vraiment pas du tout, quoi. C'est jamais la routine. On peut être amené à passer du transport programmé à transport en urgence, de rester sur notre zone géographique ou des fois d'être amené à partir sur des longues distances, à faire des rapatriements. Il n'y a vraiment jamais de journée type. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On a une trame en début et fin de journée, c'est toujours les mêmes, de vérifier l'ambulance, tout ça. Mais la journée en elle-même, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier. Si vous deviez résumer votre métier en un mot, lequel choisirez-vous? Moi, je dirais polyvalence. Un mot, c'est compliqué, mais polyvalence. Moi, je dirais bienveillance. Ravi de vous avoir accueilli au centre de Jussieu Secours Brest. Tout à fait. Et puis à bientôt, peut-être. À très vite. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto. Quel geste métier aimeriez-vous retrouver dans les prochains épisodes? Écrivez-nous dans la section commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et activez bien la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!